Bien, mais bonjour à tous. Thomas Verne, consultant indépendant en viticulture et œnologie pour les vignerons champenois. Moi, je suis venu vous parler de progrès et d'innovation au service du vin de Champagne. Alors, je vais commencer par préciser un petit peu la notion de progrès par rapport à la notion d'innovation. Ensuite, on verra deux exemples d'innovation et de progrès en viticulture et un exemple d'innovation en œnologie. Alors, le progrès, il désigne l'avancement, le développement, le perfectionnement d'un produit ou d'un procédé existant. C'est une voiture diesel qui consomme moins. Innovation, elle désigne l'introduction dans un secteur d'activité d'un produit ou d'un procédé nouveau, significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés. Là, c'est la voiture électrique. Voilà, si je fais un parallèle avec l'automobile. Un exemple d'innovation en viticulture, voilà, vous avez vu dans plusieurs vignobles, qu'ils soient français, champenois ou autres, le développement de ces techniques qui sont parfois plus ou moins bien réussies. En Champagne, étant en vigne étroite, avec des sols pas toujours favorables à la levée des graines, on se retrouve avec pas mal de soucis pour l'implantation des couverts végétaux. Ces soucis, ils ont induit toute une série de limites. Je vais en présenter une partie. Notamment le fait que seulement 30% de la surface des parcelles sont généralement semées, puisqu'on travaille un rang sur deux, uniquement dans l'interrang. Un interrang qui est souvent soumis au passage continu des engins. On a des enjambeurs, des chignards qui passent dans cette zone de semis. C'est une pratique qui est très millésime dépendant, puisque la météo, mais aussi la date de vendange définissent la date de semis. Ça induit parfois également des difficultés de destruction au printemps. C'est très terroir dépendant, toutes les vignes en dévers, la présence de cailloux limite l'implantation de ces couverts végétaux, ce qui induit bien entendu des bénéfices très variables. Voilà. Je vais vous présenter une réflexion innovante qui peut permettre de solutionner une partie de ces limites. Comment optimiser les bénéfices des couverts végétaux en viticulture et en particulier en viticulture champenoise. Le parallèle, il démarre à partir de la plaine céréalière de la Champagne, puisqu'aujourd'hui, 92% de la surface agricole utile de la Marne, ce sont des terres arables. Et à partir de ces terres arables, on peut imaginer une alliance stratégique entre viticulteurs ou agri-viticulteurs et la viticulture Champagne, puisque les couverts végétaux, eux, en agriculture, ont pris une bonne place depuis une bonne dizaine d'années, présentent un développement souvent satisfaisant, assez rapide, ce qui nous permet donc sur ces terres arables de venir développer des couverts de biomasse, souvent riches en légumineuses, sur des terres agricoles au repos. Ces couverts peuvent ensuite être récoltés à l'aide de machines spécifiques type ensileuse ou broyeur, pour être mis en dépôt ensuite à proximité des parcelles de vignes. Ces couverts ensuite sont épandus dans de bonnes conditions à l'aide de machines spécifiques type épandeur à écorce. Donc ça, c'est une expérimentation qui a lieu en ce moment sur 20 hectares de vignes de mes clients, dans le but de substituer le semis des couverts végétaux. En face de cette réflexion innovante, nous avons ajouté deux modalités, une modalité standard témoin, donc sans couverts végétaux, et une modalité avec bien entendu un semis à un rang sur deux, pour évaluer les bénéfices de cette éventuelle solution. Je rappelle que les couverts végétaux aujourd'hui ont un énorme intérêt pour redynamiser nos sols et pour bien entendu amener cette matière organique libre qui est la plus difficile à fabriquer, matière organique libre qui permettrait de stimuler la biomasse microbienne de nos sols. Donc, les gros points avantageux de cette réflexion innovante, c'est qu'on a une date d'épandage qui peut être variable et multiple. On peut imaginer épandre ces broyats au début de la saison viticole et puis post-vendange. On peut jouer sur la quantité de couverts. C'est éventuellement accessible aux petites exploitations qui ne seraient pas équipées de semoirs ou d'outils de travail du sol.
Et c'est une alliance bénéfique à la fois pour l'agriculture, hein, puisque ça permet de ne pas laisser les sols nus pendant certaines périodes de repos. Et pour la viticulture, ça fournit des produits intéressants pour les sols. C'est aussi des perspectives de développement éventuellement à l'échelle de CUMA ou de GIE, de groupements d'exploitation. Donc voilà un petit peu un exemple de réflexion innovante sur la viticulture. Ensuite, je vais vous présenter une autre approche cette fois, mais une approche de progrès. Une approche de progrès appliquée à la vendange. C'est une approche qui est aujourd'hui en cours de développement sur le vignoble champenois. Vous pouvez en voir un petit peu des petites caisses, comme certains les appellent. Aujourd'hui, ces cagettes sont en développement sur le parc de clients que j'accompagne, sur une surface d'à peu près 80 hectares. Nous avons converti sur les 2 dernières années la vendange en stampe classique à une vendange en petite caisse, refroidie. Voilà. Pour vous présenter un petit peu cette innovation, je vais vous passer une vidéo. Parti.
Et là, on va rebondir sur ton support. Oui. C'est parfait. Super. Merci. Donc voilà pour un exemple de progrès en viticulture et un petit peu en œnologie, parce qu'effectivement, on embraye directement sur les mous. Et donc ensuite, on va voir un exemple d'innovation, cette fois en œnologie. Et là, je vais vous parler d'un intrant incontournable de l'œnologie qui est le bisulfite, le SO2. Avec cette fois un SO2 un petit peu différent qu'on qualifie de SO2 minéral. Je vais vous présenter rapidement sa fabrication et ses perspectives d'utilisation. Donc le SO2 minéral, il est né d'une réflexion avec un de mes clients il y a maintenant 4 ans. C'était de comment produire une alternative au sulfitage pour l'élaboration d'un vin de champagne. Après avoir réfléchi à la réduction des doses de bisulfite, on s'est intéressé aux différents intrants qui pouvaient substituer cet intrant-là, ce bisulfite de potassium ou d'ammonium. Et au fur et à mesure des essais, voilà, on s'est rendu compte que travailler aussi sur finalement le produit en lui-même avait son intérêt. Pour le rendre au départ plus naturel, donc c'est comme ça qu'on s'est approché d'une source de soufre différente de celle des bisulfites que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc la fabrication, elle s'effectue à partir d'un soufre de mine issu d'une mine en Pologne extrait par flash détente. Ce soufre de mine, il est inséré dans un générateur que nous avons construit quasi intégralement en inox, qui permet de réaliser une combustion du soufre à partir de l'oxygène pur, qui permet de créer un gaz de bisulfite qui vient se fixer sur une solution d'eau pure. L'ensemble de la cloche est thermorégulé avec de l'eau claire et ça nous permet d'obtenir une solution de SO2 minéral à 50 grammes par litre. Le procédé de flash détente, je ne le détaille pas, mais c'est de la vapeur d'eau qui est insérée dans la mine à 150 mètres de profondeur. La roche fond et il y a une autre canalisation qui remonte le soufre en fusion et qui permet de l'extraire sans utiliser d'autres procédés qui seraient beaucoup plus coûteux, beaucoup plus pénibles. Ça, c'est une extraction qui s'effectue dans à peu près moitié de la planète sur les mines de soufre. Donc, le générateur, comme je vous l'ai présenté, il permet de produire environ 50 litres de solution à chaque combustion. La combustion dure environ 24 à 26 heures. L'intérêt de ce bisulfite, c'était déjà qu'il était issu exclusivement d'un soufre d'origine minier et non issu de la raffinerie du pétrole, comme c'est le cas des bisulfites commerciaux, j'appelle ça. Mais c'est aussi que la solution, elle a des propriétés qui lui permettent de contenir exclusivement du SO2 moléculaire, H2SO3, puisque quand on s'intéresse à la courbe de dissociation du SO2 et au pH de la solution qui est à pH 1, c'est la courbe noire, on a quasi exclusivement du SO2 moléculaire. Ce qui n'est pas le cas dans les solutions que vous pouvez retrouver dans le commerce, puisqu'elles sont stabilisées avec des sels de potassium ou d'ammonium, ce qui modifie le pH de la solution. Donc cette solution, de par le fait qu'elle contient exclusivement du soufre moléculaire, est 10 à 15% plus efficace à dose équivalente. Ça marche également parce qu'on a essayé de faire brûler également dans le générateur du soufre de pétrole. Ça fonctionne également puisqu'on maintient la solution à pH 1. Donc, dans un bidon, vous avez 99% de SO2 libre dans du soufre minéral contre 70% avec 30% de SO2 combiné dans une solution commerciale. La spécificité, et c'est là où on a réussi à prouver son caractère un petit peu naturel de ce soufre minéral,
c'est quand on mesure la chiralité des molécules. C'est un petit peu chimique tout ça, mais bon, pour faire simple, quand on envoie de la lumière sur une molécule, quelle qu'elle soit, elle peut se dévier à gauche ou à droite. La majorité des composés naturels se dévient à gauche. C'est le cas du SO2 minéral pour le coup. Et la majorité des composés plutôt chimiques, plutôt de synthèse, se dévient à droite. Donc quand on a fait les tests, le soufre de mine qui lui qui est composé uniquement donc, de soufre de mine, d'eau et d'oxygène, mais on se retrouve avec un composé qui est plutôt lévogir par rapport au SO2 classique qui est plutôt dextrochir. Voilà, et je finirai ma présentation par une citation d'un célèbre vigneron de la Côte des Blancs. C'est ce que je pense savoir qui m'empêche de chercher. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Oui, effectivement. Il est quand même là. Alors, bon, ça dépend des clients, effectivement, parce qu'en fonction de la dose qu'on peut mettre, on en retrouve évidemment plus quand on travaille à haute dose. Et la sensibilité, effectivement, au dosage classique dans les laboratoires à l'iode, on a une précision qui diminue un petit peu, sans doute du fait que la molécule n'est pas complètement pareille, et qu'à la base, ils mettent 100% de SO2 moléculaire. Par contre, avec les méthodes Franz Paul, qui sont des méthodes où on peut aller jusqu'à 3 mg de précision, on retrouve des choses un peu plus efficaces. Donc, pour l'analyse du SO2 dans les vins ou dans les mous, malheureusement, il faut passer souvent par un Franz Paul pour avoir une valeur cohérente. Et effectivement, l'analyse est un petit peu plus compliquée. Mais bon, aux doses équivalentes entre du bisulfite de potassium et du soufre minéral, le vin se comporte pareil. Je dirais qu'on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de soufre. Sur l'investissement, tu parlais là de l'investissement sur l'ensemble de sec et oui. Donc ça, mais vous avez raison, et c'est un sujet en ce moment, effectivement, mais donc l'investissement, on peut penser que les caisses, c'est significatif, mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, les caisses actuelles se revendent assez bien sur le marché de l'occasion, elles permettent donc de financer une bonne partie de l'investissement des caisses. Ce qui coûte effectivement le plus cher, c'est l'équipement des centres de pressurage pour assurer un chargement rapide du pressoir. Et là, c'est un budget entre 30 et 100 000 euros selon les centres. Mais nécessaire pour garantir une durée de chargement et surtout un nettoyage des cagettes pendant le chargement. Le groupe froid, ça c'est à part. Aujourd'hui, le groupe froid, on peut penser aussi que c'est quelque chose d'assez coûteux. Les conteneurs frigorifiques, on peut s'équiper à partir de 7 500 euros pour un conteneur où on peut quand même loger presque 8000 kg. Donc c'est possible. Il y a un petit peu d'énergie à comptabiliser. Mais bon, dans certaines structures, ils refroidissent au débourbage, donc on se retrouve avec également des coûts qui baissent d'un côté et des coûts qui augmentent de l'autre. Et on a également un gain quand même au niveau du rendement, surtout sur le meunier, c'est presque 400 kg/hectare sur une vigne à 12 000 kg, environ 2% de jus perdu en moins. Donc bon, quand on fait l'appellation, effectivement, c'est moins un sujet, mais depuis quelques années, ça peut le devenir.